Alors aujourd'hui on se retrouve pour un exercice d'électromagnétisme dans lequel on va détailler le fonctionnement du moteur asynchrone on va voir qu'avec les outils de prépa donc vous êtes capable vraiment d'aller sur une modélisation très poussée de ce qui se produit à l'intérieur d'un moteur asynchrone. Donc juste pour rotor. Et le stator, lui, on va le modéliser comme une spire. Donc une spire de courant avec un vecteur normal qu'on note souvent S, puisqu'on le multiplie par la surface également. Et on va repérer l'angle entre S et EX par la valeur θ. Donc, alors l'alimentation des moteurs asynchrones se fait souvent dans ce qu'on appelle une tension triphasée, ce qui signifie que les trois bobines U1, U2, U3 vont être alimentées par une tension qui sera déphasée d'une valeur de 2π sur 3 de façon à avoir une répartition entre chacune des tensions. Donc on va avoir U1 qui va être égal à UM fois cosinus oméga 0, donc on va noter oméga 0 la tension du réseau. T, tout simplement. U2, ça va être UM cosinus oméga 0 T moins 2π sur 3. Donc on va déphaser d'environ 2π sur 3. Et U3, on va être sur UM cosinus oméga 0 T plus 2π sur 3. Donc qui correspond aussi à moins 4π sur 3 si on veut. Et donc voilà, donc juste pour donner une illustration, au niveau du graphe, on va avoir donc U1 qui va être de cette forme là, donc ça va être U1, U2 on va avoir une forme un petit peu différente, mais en gros on va être sûrement sur quelque chose comme ça, on va être sur du U2, et U3 donc on va être sur carrément comment dirais-je, la remontée là ici. Voilà, donc U3, donc les tensions sont entrelacées, les tensions triphasées sont entrelacées et décalées de 2π sur 3. Donc en procédant ainsi, on va générer donc on va avoir nos première chose à faire, c'est de calculer le champ magnétique qui va être résultant total de par ces trois bobines qui sont positionnées chacune à 120 degrés donc pour faire 360. Donc en fait on va calculer le champ total. Donc déjà il faut qu'on détermine une équation vectorielle de chacun des champs. Donc on peut commencer à l'écrire ici, hein. Donc B1 on va être sur BM cosinus oméga t fois EX. On va être uniquement positionné sur du EX. B2, on voit que B2, on va être sur BM cosinus oméga t moins 2π sur 3. Donc ça c'est pour l'intensité du champ. Et après au niveau de son positionnement, on voit qu'on est pour B2, on est sur du puisqu'on est à 120 degrés, donc on a 2π, hein. On est sur du moins 1,5 EX plus racine de 3 sur 2 EY. C'est les valeurs classiques, hein. Et donc pour B3 ça va être un petit peu différent. On va être sur BM cosinus oméga t plus 2π sur 3. Et là, le vecteur, on va être sur du moins 1,5 de EX moins racine de 3 sur 2 EY. Voilà, donc là on a mis nos vecteurs.
Donc l'idée c'est qu'on fait le calcul des trois vecteurs, donc B, on va appeler B, qui va être donc B1 plus B2 plus B3. Alors là il faut faire gaffe, c'est que comme on a du cosinus oméga 0t moins 2 pi sur 3, ça on va l'éclater. Donc bon, je réécris du coup B1, donc on va être sur du BM. Bon, BM on va le mettre en facteur, hein, on va pas le réécrire à chaque fois. On peut noter 1 sur BM. Pareil ici, 1 sur BM. Comme ça on s'épargne le BM. Cosinus oméga t EX. Ok. Ça c'est pour B1. Ensuite pour B2, on va être sur cosinus oméga t. Là, c'est là où on va éclater en utilisant la formule d'addition. Ça va nous faire cosinus oméga t fois donc oméga 0t, hein, chaque fois il y a des zéros. Cosinus oméga 0t fois, donc là on va faire cosinus de 2pi sur 3. Donc cosinus de 2pi sur 3, ça va être moins 1,5. Donc là on a un moins, donc ça nous fait un plus. Sinus fois, entre parenthèses, moins 1,5 EX plus racine de 3 sur 2 EY. Voilà. Ça c'est pour B2. Donc pour B3, on va être sur cosinus en facteur 2. Donc moins 1,5 EX moins racine de 3 sur 2 de EY. Voilà, donc là c'était séparé, il n'y a pas de continuité dans les deux équations. Donc là en fait ce qu'on fait, c'est pour faire plus simple, on va regrouper les termes suivant EX et EY. Donc si je prends EX déjà, j'ai mon cosinus, j'ai cosinus oméga 0t qui vient du premier. Et après, en fait ce qu'on voit ici c'est j'ai un moins 1,5 et un moins 1,5 ici. Donc je peux mettre en facteur déjà le moins 1,5. Ensuite, on voit que si j'additionne du coup, là j'obtiens encore moins 1,5 plus moins 1,5 de cosinus oméga t. Donc ça va me donner cosinus oméga 0t avec un moins. Cosinus oméga 0t fois sinus oméga 0t. Voilà. Et donc ça fois EY. Donc là, quand je calcule, je vois que là j'ai le moins 1 si je regroupe. Donc là, oui, j'avais oublié le EX. Donc si je non, pardon, tout simplement, je peux mettre un crochet comme ça. C'est plus oméga 0t EX plus sinus oméga 0t EY. Voilà. Donc ça c'est un résultat très important, c'est que en faisant cet agencement de bobine, je vois que j'obtiens en fin de compte un vecteur tournant avec une pulsation oméga 0. Donc, ça veut dire que j'ai un champ magnétique qui va tourner avec la même pulsation, avec la même fréquence que la fréquence du réseau électrique. Avec cet agencement particulier, j'ai vraiment une rotation parfaite du champ magnétique B. Donc ça c'est un premier calcul qu'on peut faire. Donc après on peut s'intéresser à quel va être l'effet de ce champ magnétique. Donc si je peux noter BM ici, donc le champ B résultant, voilà, on obtient cette valeur 2 tiers de 3,5 pardon de BM fois le vecteur tournant. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'effet de ce vecteur sur le dipôle S. Donc le dipôle S va, par l'existence du champ magnétique, subir l'apparition d'un champ induit,
un courant électrique induit. Et donc il va posséder la spire S, donc, qui est finalement notre rotor, va être couvert d'un courant électrique induit. De par l'existence de ce courant électrique, la spire va se comporter comme un dipôle magnétique qui sera muni d'un moment magnétique M qu'on écrit donc I fois N fois S. S étant le vecteur normal à la spire multiplié par sa surface. N le nombre de tours de la spire, I l'intensité qui parcourt la spire. Donc on sait d'après le cours que la force magnétique, le moment magnétique gamma M qui va s'appliquer sur la spire va s'écrire le moment de la spire vectoriel, le champ résultant subi par la spire. Donc si on écrit une équation du moment cinétique projetée sur l'axe EZ, ce qu'on va obtenir c'est M vectoriel B scalaire EZ moins, donc c'est théorème du moment cinétique sur EZ. Donc on va rajouter également un couple résistif. Donc on considère que la spire, typiquement si le rotor est accouplé à une charge, donc ça va correspondre à la résistance de la charge que doit entraîner le moteur. Et donc ça va être égal à J, donc qui va être le moment d'inertie du rotor fois θ point point, θ étant l'angle que fait le rotor avec l'axe des X, donc θ point point, l'accélération angulaire. Voilà, donc là on a écrit notre théorème du moment cinétique. Donc si on développe un petit peu, ce qu'on va obtenir, ça va être donc BM, 3 demi de BM NS fois I fois, on va poser que cette grandeur là, on va l'appeler phi 0. Du coup on va obtenir phi 0 fois I fois sinus oméga 0 t moins θ moins gamma égale J θ point point. Voilà, ça on peut encadrer parce que c'est une formule importante qui correspond en fin de compte à notre théorème du moment cinétique appliqué à la spire. Voilà. Donc je vais réécrire donc notre théorème ici du moment cinétique appliqué à la spire. Donc comme je disais, on va être sur l'équation électrique au niveau du système de la spire pour déterminer l'intensité I. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une résistance R, une auto-inductance L, et il faut qu'on détermine également la force électromotrice qui va être générée par le champ magnétique et la variation du flux du champ magnétique sur la spire. Donc pour ça, on calcule ce qu'on appelle le flux extérieur du champ magnétique. Et pour ça, en fait, on va faire S scalaire B. Donc S scalaire B, donc B, on va θ sinus θ, ça c'est pour S. Scalaire, donc cosinus oméga 0 t sinus oméga 0 t. Donc là, ce calcul va nous donner cosinus oméga 0 t moins θ. C'est ce qui fait pareil. Là, on retrouve notre phi 0. Donc phi 0 cosinus oméga 0 t moins θ. Donc la force électromotrice va être la dérivée par rapport au temps de cette quantité-là. Donc
pour trouver I, l'équation de I, on va écrire RI plus L d de I sur dt, on va être sur un système RL, plus d de phi ext sur dt égale 0. Donc ça, on va pouvoir l'écrire également comme une deuxième équation. Donc RI plus L d de I sur dt. Et ensuite, donc moins phi 0, oméga 0 moins θ. Voilà. Donc maintenant, pour aller plus loin, on va considérer qu'on se positionne dans ce qu'on appelle le régime stationnaire. Donc, le régime stationnaire, donc non pas le régime statique, hein, mais stationnaire, ça veut dire que les grandeurs tournent à une vitesse constante. Donc ça veut dire globalement qu'on aura θ résonne de cette façon. Donc là, on a l'équation mécanique 1 et l'équation électrique 2. Donc ce qui va se passer, c'est que au niveau de 2 va pouvoir se réécrire de la façon suivante. RI plus L d de I sur dt est égal à phi 0 fois grand oméga sinus grand oméga fois t. On aura posé grand t, donc quand on factorise par t, on obtient bien sinus grand oméga fois t. Donc ce calcul nous montre que en fait on va être sur un régime, on va être sur un système entraîné par une excitation sinusoïdale. Donc typiquement là on peut se positionner en utilisant le régime quasi-stationnaire et les nombres complexes. Et donc on va chercher une solution de la forme IM I va être égal à IM sinus grand oméga t moins psi. Voilà. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est en utilisant l'écriture complexe, c'est de déterminer IM et psi. Donc ce qu'on fait, tout simplement, on passe en écriture complexe. Donc on va écrire grand R norme de IM complexe plus J grand oméga L norme de IM complexe est égal à phi 0 fois grand oméga. Du coup, on obtient que IM L grand oméga. Maintenant, il s'agit de déterminer la norme de cette quantité et son angle, la norme de ce nombre complexe et son angle. Donc pour la norme, c'est assez simple. Hein. IM va être égal à phi 0 oméga divisé par R carré plus L carré grand oméga carré racine. Voilà. Et au niveau de l'angle de ce nombre complexe, donc pour ça en fait on écrit que IM c'est égal à, par des écritures sur les nombres complexes, R carré plus L oméga carré, et là on met le conjugué du dénominateur moins L oméga. Et donc là on va apparaître donc que l'angle, l'argument en fait de IM va être égal à arctan de moins R moins L oméga sur R. Donc, comme on avait mis un moins sur le psi, on va voir que psi va être égal à arctan
de L oméga sur R. Voilà, donc là on a trouvé donc deux nouveaux résultats de la valeur du courant pendant le régime stationnaire. Et ensuite, pour continuer sur l'exploration de ce moteur asynchrone, on va faire une hypothèse qui va nous simplifier un petit peu les calculs. On va considérer que le moment d'inertie est faible. Tout simplement parce qu'un moteur, donc le moment d'inertie du rotor, le but c'est qu'il soit assez faible pour ne pas entraver le mouvement. Donc ça, on va considérer que c'est négligeable. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va trouver, c'est qu'on va pouvoir établir un lien entre gamma, qui va être le couple résistif, et on va pouvoir trouver une expression finalement de gamma. Donc gamma, on va voir qu'il peut s'écrire comme phi 0 fois phi 0 donc carré oméga sur r carré plus L carré oméga carré. Donc là en gros on utilise cette formule plus cette formule fois donc on sait que ici on va être sur du grand oméga t moins psi et ici on est sur du sinus grand oméga t. Donc ça va nous donner sinus grand oméga t moins psi fois sinus oméga t. Et là en fait, comme on s'intéresse souvent à la valeur moyenne pour définir des grandeurs applicables, tout simplement ce qu'on peut considérer c'est de prendre la moyenne de cette quantité. Donc si je prends la moyenne ici, je vais avoir la moyenne ici. Et ça en fait, on voit que c'est, en fait si on fait le calcul jusqu'au bout, on va être sur du psi 0 carré oméga r carré plus L carré oméga carré. Et donc là on va être sur du 1/2 de cosinus psi. Donc cette expression elle peut se réécrire de la façon suivante. On peut écrire finalement que gamma, je passe un petit peu les calculs, mais on peut écrire que gamma va être égal finalement à gamma 0, facteur de 1 moins grand X, et ensuite on écrit 1 plus lambda carré, facteur de 1 moins grand X au carré, avec les valeurs suivantes. Donc gamma 0 va être égal à phi 0 carré sur 2R. Lambda va être égal à L oméga 0 sur R. Et grand X va être tout simplement oméga sur oméga 0. Donc quand on trace cette courbe, donc la courbe du moment du couple gamma, même normalisé par gamma 0 en fonction du ratio oméga sur oméga 0, on voit que c'est une courbe qui commence à une certaine valeur. Ça dépend bien sûr de la valeur de lambda. Si on prend par exemple lambda égale 4, on voit que c'est une courbe qui commence à une certaine valeur autour de 0,1 qui va augmenter donc à peu près jusqu'à atteindre un pic et qui va chuter pour être égal à 0 quand grand X vaut 1. Le pic étant autour de 0,8
Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est pour ça qu'on parle finalement de moteur asynchrone. C'est que la vitesse oméga qui va être stationnaire, qui va être la vitesse de rotation stationnaire de la spire, ne va pas être la même. Il va y avoir toujours un décalage entre la vitesse de rotation de la spire et la vitesse d'entraînement du champ magnétique. La vitesse de rotation de la spire va permettre finalement au moteur de s'ajuster un petit peu à la charge dans une certaine zone ici, en se ralentissant quelque peu par rapport au champ magnétique, et donc d'ajuster la puissance délivrée et le couple délivré en fonction de la courbe d'évolution du couple par rapport à la vitesse de rotation. Sachant que, bien sûr, cette courbe fait que tous les points ne seront pas forcément possibles. Il y aura des zones où le moteur sera plus dans sa bonne plage de fonctionnement, et que justement le calcul qu'on a fait, bon, bien que simplifié, permet vraiment d'expliquer tous les mécanismes qui sont à l'œuvre et de calculer précisément le fonctionnement d'un moteur asynchrone. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.